deux conseillers en orientation qui n'ont pas encore pris la parole et à qui je vais la passer. Enfin, Alban s'est exprimé un petit peu, mais voilà, pour partager un peu avec nous d'abord ce que fait un conseiller en orientation indépendant et puis comment vous accompagnez les établissements, comment vous accompagnez les élèves et de votre expérience, donc justement vraiment sur le terrain, dans différents établissements, comment vous ressentez les choses, quelles sont un peu les tendances, quelles sont les choses qui pourraient être améliorées aussi éventuellement par ce qui est fait par les établissements eux-mêmes. Enfin voilà, comment vous ressentez les choses. Donc peut-être dans un premier temps, Clotilde Hanoteau qui est plus sur l'orientation vers le supérieur français, et puis ensuite Alban Ferrieux qui lui travaille plus sur l'orientation sur le supérieur anglophone, en particulier les Amériques et la Grande-Bretagne, mais il nous expliquera ses zones de prédilection. Clotilde, je vous en prie pour une dizaine de minutes. Ouais, merci beaucoup et merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours très riche, tous ces échanges, très, très intéressants, très précieux. Alors, rapidement, pour me présenter très, très vite, j'ai en quelque sorte une double casquette. Je continue à avoir quelques activités de journaliste spécialisée sur les questions d'orientation et d'enseignement supérieur. J'ai longtemps été en interne à l'étudiant, où j'ai fait partie d'une petite équipe qui a créé un réel service d'orientation. C'était il y a presque une vingtaine d'années, service que j'ai fini par diriger avant de quitter l'étudiant et de prendre mon indépendance. Sachant que j'interviens encore beaucoup sur des salons de l'étudiant pour animer ou surtout donner mes propres conférences. Et donc, j'ai eu l'occasion, il y a déjà de nombreuses années, de mettre un pied dans les lycées français de l'étranger. Et c'était même au lycée Massignon que j'avais démarré pour une première intervention. Je ne saurais pas dire si c'était il y a 15 ou 17 ans, enfin, il y a un certain nombre d'années. C'était encore les anciens bâtiments dans Casa. Et puis, j'ai continué à intervenir plusieurs années jusqu'au nouveau bâtiment. Voilà. Donc, je continue à intervenir dans le réseau aux UI au Maroc, un petit peu en Espagne aussi, dans le réseau AEFE. J'interviens aussi un petit peu dans le réseau AEFE au Maroc, d'ailleurs, notamment pendant le confinement. J'étais intervenue en distanciel pour certains lycées de Rabat. Et j'interviens donc chaque année, notamment pour le lycée Le Détroit à Tanger. J'en reviens, fin décembre, j'y ai passé une semaine. Et pour le lycée LFIA, le lycée français international d'Agadir, depuis de nombreuses années. Et donc, ces établissements avec qui je travaille depuis de nombreuses années, on a fini par mettre en place un accompagnement un petit peu sur mesure. Hein. Entre ce que je faisais il y a 15 ans, où c'était surtout, je venais pour donner des conférences un peu généralistes, progressivement, sans trop rentrer dans le détail, mais on a mis en place des choses où j'interviens auprès des élèves de seconde, de première, de terminale, donc je les vois chaque année. Et donc, on commence large par des interventions souvent en atelier collectif, jusqu'à des entretiens individuels en terminale. Là, par exemple, à Tanger, en une semaine, j'ai vu tous les élèves de terminale, sans exception. Et j'ai fait une petite intervention auprès des secondes sur les choix de spécialité, voilà, le lundi matin. Donc, c'est un travail qu'on prépare en amont, en fonction des demandes des élèves, etc. Et souvent des ateliers thématiques aussi sur les études du côté des écoles de commerce, de management, les études d'ingénieurs, les classes prépa, etc. On fait des ateliers thématiques. Alors, ce que je voulais souligner, alors il y a évidemment des choses qui ont déjà été dites, hein, mais bon, un premier constat quand même au niveau des établissements que je connais, c'est le gros travail qui est fait franchement sur l'orientation au sein de ces établissements. J'ai des éléments de comparaison parce que j'accompagne beaucoup d'élèves en France, sans aucun doute quand même dans la majorité. Enfin, il y a un travail qui est plus conséquent dans la majorité des établissements en France. Hein. Un gros travail. Et sur la longueur surtout, hein, depuis la seconde jusqu'en terminale. Un aspect positif, évidemment, que c'est pas nouveau, mais chaque année, ça me frappe. Hein, je constate le niveau des élèves, hein, la valorisation chez eux des études, du savoir, que je trouve pas aussi présente partout, leur implication dans leur orientation aussi.
hein, souvent. Leur niveau de langue, évidemment, c'est un très, très gros atout et bien sûr, leur ouverture multiculturelle, internationale. Et ça, c'est quand même des gros atouts pour leur accès aux études supérieures en France et à l'international, mais en France notamment. Alors, sur les tendances, moi, je n'ai pas des chiffres précis, mais c'est des tendances que je constate, que je sens assez nettement, et ça a déjà été souligné. C'est vraiment très net la différence entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui sur de plus en plus le plan A n'est plus forcément la France. Hein. Il y a quand même de plus en plus d'élèves qui envisagent d'abord un plan A au Canada, en Grande-Bretagne et parfois ailleurs en Europe. Je vais donner quelques autres éléments peut-être sur le pourquoi, à mon avis. Pour ce qui est de la France, c'est toujours évidemment plutôt les filières assez prestigieuses hein, qui sont majoritairement prisées. Encore les classes préparatoires, je dirais que ça, en tout cas pour les élèves du Maroc, je pense que ça continue à les intéresser plus que les élèves en France. Hein. Ils sont quand même plus nombreux à les demander. Mais c'est vrai, il y a beaucoup plus d'engouement pour les prépas intégrés aujourd'hui et plus forcément pour les CPGE en lycée. Donc les prépas intégrés, notamment pour les études d'ingénieurs et puis les écoles post-bac, qu'elles soient en 5 ans ou des BBA ou même des bachelors pour les écoles de commerce. Et puis les grandes filières prestigieuses comme Sciences Po, bien sûr, toujours, et certaines doubles licences, voilà, certains cursus universitaires sélectifs. Majoritairement, c'est les filières sélectives quand même, qui les intéressent, ou des universités voilà, comme la Sorbonne, enfin comme Panthéon-Sorbonne, par exemple. Néanmoins, j'allais dire avec un petit sourire que je n'y suis pas pour rien, mais en quelques années, il y a eu plus d'ouverture sur d'autres filières d'études, parce que tous les élèves de ces lycées, je veux dire, les niveaux sont un peu plus hétérogènes quand même qu'à une certaine époque, qui ne sont pas tous prêts à faire, j'allais dire, les efforts ou les sacrifices parfois que leurs parents ont fait pour aller en prépa, etc. Et puis, ils sont plus aussi nombreux à avoir le profil. Et donc, je dirais qu'il y a quand même de plus en plus d'ouverture vers les IUT, hein, notamment les anciens DUT, mais donc maintenant les BUT, les BUT, bachelor universitaire de technologie, hein, pour ne pas donner trop d'acronymes. Notamment quand il s'agit, par exemple, quand ils pensent aux études d'ingénieur, ça peut être de plus en plus souvent le plan B, s'ils n'ont pas une école à prépa intégrée, plutôt qu'une classe prépa, ça peut être le plan B, un IUT. Voilà, donc voilà, les IUT notamment. Je peux aussi, je constate une chose, je commence à faire des entretiens avec des élèves de troisième et de seconde, donc notamment de troisième quand c'est pas si simple, la poursuite d'études. Et je me permets de glisser là que souvent, je me dis quel dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de filières technologiques, STMG ou STI2D dans les lycées français de l'étranger. Je pense que ça serait parfois formidable. Alors, ça, il y en a dans quelques lycées, hein, notamment STMG. Mais voilà, je sais que pour certains élèves qui vont par défaut suivre la voie générale, ça serait vraiment intéressant. Pour ce qui est du choix des études supérieures en France et ailleurs, je constate aussi de plus en plus que ce qui n'était même pas une question il y a 15 ans en est une vraiment aujourd'hui, c'est le coût pour les familles, le coût des frais de scolarité et de la vie étudiante. Voilà, y compris pour des familles qui restent privilégiées, c'est une question aujourd'hui. Et l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers internationaux d'un certain nombre d'établissements en France, à mon avis, n'est pas pour rien dans le fait que la France, voilà, il y avait ça, les études, elles coûtaient presque rien. Désormais, c'est plus forcément le cas. Et donc, ça les incite d'autant plus à aller, pourquoi pas, ailleurs. Qu'est-ce que je voulais souligner d'autre? Oui, que
peut-être cet engouement pour le Canada, la Grande-Bretagne, d'autres pays d'Europe vient de l'attractivité des cursus anglophones, évidemment. Alors, bien sûr, en France, il y a de plus en plus de cursus anglophones. Je pense qu'il faut les visibiliser encore plus. Donc, c'est vrai que pour ce qui est des écoles de management qui sont en avance là-dessus, et il y a de plus en plus de tracks anglophones, ils commencent à le savoir. Et là, il n'y a pas de problème. C'est ce qui peut les attirer, les intéresser. Que ce n'est pas la question pour les écoles d'ingénieurs qui reste vraiment une de nos forces, je pense, en France. Il y a une grosse attractivité des études d'ingénieur et de ce titre d'ingénieur. Mais pour les universités, il y a quand même encore peu de cursus anglophones post-bac en licence. Hein. Et quand il y en a, il faut les visibiliser. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'ils regardent ailleurs aussi. Ils ont une légère appréhension. Je reviens un petit peu au niveau du lycée, avec la réforme du bac du lycée, sur la question des spécialités. Chez certains d'entre eux, j'ai senti quand même cette année qu'il y a une appréhension, enfin voilà, une question sur on ne peut garder que 2 spécialités en terminale, et pour certaines formations supérieures au Maroc ou ailleurs, je ne vais pas pouvoir garder par exemple 3 spécialités scientifiques et il me faudrait les 3, ou la question des maths, enfin voilà. Donc il y a une appréhension sur leur accès aux études supérieures versus cette question des spécialités, ne pas pouvoir garder tout garder, ça leur pose parfois problème. Alors, ils sont encore assez nombreux à vouloir venir en France faire des études de santé et à s'intéresser donc aux nouvelles filières de PASS hélas, et de PASS notamment, le parcours d'accès spécifique santé. Une des questions qui revient tout le temps, et j'essaie de les rassurer là-dessus, mais c'est vraiment cette question des quotas. Hein. Ils sont convaincus qu'il y a un risque pour eux, je parle des Riens, à réussir un PASS et ne pas accéder aux études de médecine ou de pharmacie ou autres, parce qu'il y aurait un quota d'étudiants étrangers et qu'il y a un risque à dépasser ce quota et à ne pas pouvoir intégrer. Je pense personnellement que ça n'arrive jamais. Et certains doyens de fac de médecine m'ont rassuré là-dessus en me disant mais non, si le quota était atteint, on augmenterait les places pour les Français pour que le quota reste le même, que la proportion reste la même, il n'y a pas de problème là-dessus. Peut-être que certains d'entre vous ont des informations sur cette question. Qu'est-ce que je voulais finir, je ne veux pas être trop longue, hein, par souligner non, voilà, mon constat principal, ça reste que la France, bien sûr, reste attractive, qu'il reste, à mon avis, une majorité à venir en France. Mais enfin, voilà, hein, pour le lycée Massignon, la tendance a été nettement soulignée. Voilà, c'est très net depuis 2 ans. Et je dirais qu'en plus, la période Covid a de nouveau peut-être fait qu'il y a eu un peu plus de demandes pour la France parce que partir très loin, etc., c'était risqué, problématique. On verra d'ici 2-3 ans si, voilà, si de nouveau la tendance à ne plus forcément penser à la France se confirme. Et moi, je crois qu'il y a... C'est pas que la question des études, c'est la question de l'image aussi, franchement, du pays, de l'accueil. L'image n'est plus toujours si positive que ça. Voilà. Et à l'inverse, l'image du Canada est très positive, et vous l'avez souligné, notamment la possibilité de décrocher un visa de travail plus facilement, de pouvoir s'installer plus facilement dans le pays. Ça compte évidemment. Voilà, après, j'ai peut-être d'autres éléments qui vont me venir en tête, mais je crois que c'était l'essentiel de ce que je souhaitais souligner. Oui, bonjour Clotilde. Je me permets une petite réaction et 2 petites questions. Tu évoquais tout à l'heure les filières technologiques. Je pense que c'est important que nous entendions effectivement
ce que tu finalement demandes à l'institution, c'est-à-dire d'offrir davantage de filières pour peut-être mieux correspondre aujourd'hui à l'évolution des profils de nos élèves, puisque tu évoquais aussi en parallèle, enfin juste avant, le fait qu'on a moins d'élèves qui suivent des classes prépa parce que, tu le disais toi-même, peut-être n'ont-ils plus le profil ou ne sont-ils pas assez nombreux. Par rapport à cette partie-là de ton intervention, est-ce que le fait qu'il y ait davantage d'élèves dans le réseau, aussi, bon, c'est normal, hein, il y a peut-être une plus forte hétérogénéité, mais du coup, est-ce qu'on n'a pas quand même de manière plus intrinsèque le même nombre d'élèves qui suivent les classes prépa? Est-ce qu'au final, c'est sur des pourcentages que tu constates qu'on a moins en proportion d'élèves, mais est-ce que factuellement, il y a moins d'élèves qui suivent les classes prépa de nos lycées français? Donc, ça, c'était une question, tout comme celle des filières, qui est plus un appel finalement qu'une question, et que nous relierons dans le cadre des consultations qui vont venir dans les prochaines semaines. Et enfin, tu parlais de l'attractivité de la France. Alors, c'est amusant parce que moi, j'avais tendance à faire un petit peu le même diagnostic. Et puis, à chaque fois que je me déplace, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus d'élèves dans nos lycées français qui arrivent en France. Alors, est-ce que c'est effectivement par rapport au fait qu'ils soient rassurés en France sur des conditions sanitaires qui les ont éloignés d'autres destinations dans le monde? Je ne sais pas. Et comme tu le dis, on le verra dans les années à venir. Mais néanmoins, je pense que le rêve canadien ne touche pas tout le monde. Et en plus, il a aussi une dimension parfois déceptive parce qu'on peut constater que voilà, tous les enfants ne sont pas faits pour aller vivre sur ce continent et dans ce pays. Effectivement, on a un vrai travail, hein, nous en France, à faire en matière d'attractivité. Moi, je pense qu'il faut que nous soyons nombreux à le relayer, d'ailleurs, hein, peut-être ce sens de l'accueil qui peut parfois nous manquer. Je pense que Campus France aussi, tout à l'heure, lorsqu'ils évoquaient leur livret, et l'accompagnement des familles, je pense qu'on a un vrai travail, nous, dans le réseau, à faire sur cette phase de transition. C'est-à-dire que ce que font mieux les Américains que nous en la matière, ou les Anglo-Saxons, c'est-à-dire venir chercher nos élèves dans nos établissements, et même souvent les meilleurs, eh bien peut-être que nous ne sommes pas assez proactifs sur le sujet et que nous attendons finalement qu'ils viennent en France de manière assez naturelle, comme nous avons attendu pendant des années finalement que des élèves dans les lycées français viennent s'inscrire. Désormais, on est dans une autre logique, c'est vraiment celle de convaincre. Et c'est pareil pour la France. Donc, autant je rejoins, mais je ne suis pas sûre que l'élément gratuité soit pour les lycées français un argument pour dire qu'on viendrait moins en France parce que c'est un peu plus cher ou moins gratuit, entre guillemets, qu'avant, parce que nos lycées français coûtent déjà cher aux familles et souvent, même si elles ont moins en moins peut-être de moyens au vu de la crise, néanmoins, elles ont quand même toujours les moyens d'assumer en France ou ailleurs, d'ailleurs, les frais de scolarité de leurs enfants. Et puis, quand elles n'ont pas les moyens, eh bien, il y a les bourses françaises qui prennent le relais. Voilà, donc c'était pour, pardon, hein, ma petite intervention. Et probablement que je devrais vous quitter parce que j'ai un avion juste avant la fin, donc je laisserai, si besoin était, François, le plaisir aussi de conclure. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, peut-être une réaction, Clotilde? Non, une réaction, non. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres. Hein, moi, c'est des tendances que je sens, que je constate comme ça sur le terrain. Sur les classes prépa, peut-être qu'ils sont aussi nombreux finalement à intégrer des classes prépa parce qu'ils sont plus nombreux et qu'en effet, du coup, il y a des élèves de différents niveaux. Mais je suis plus souvent face à des élèves qui n'ont plus forcément le niveau pour les filières voilà, d'excellence, type classe prépa et grandes écoles. Et pas seulement une question de niveau, de plus en plus quand même des élèves qui n'ont plus envie, mais c'est le même constat en France, hein, qui sont moins attirés par le système classe prépa, quoi. Cela dit, ça reste attractif pour, par exemple, les élèves des lycées français du Maroc. Pourquoi? Parce que c'est rassurant aussi, c'est très sécurisant, bien sûr. Ils vont être loin de chez eux, ils peuvent être internes. C'est des études très sécurisantes. Donc, il y a un profil, bien sûr. Mais ceux qui n'ont pas peur de viser les universités britanniques ou d'aller à l'EPFL en Suisse ou d'aller... Enfin voilà, eux, ce n'est pas les classes prépa qui vont les attirer.
Très bien. Merci, merci beaucoup Clotilde et merci pour tous ces ressentis sans aucune langue de bois. C'est toujours très intéressant. Je vois deux mains qui se lèvent, je pense savoir pourquoi. Mais justement, je voulais vous passer la parole à vous deux sur les sections STI 2D notamment. Peut-être, Rosen d'abord, quelle est la tendance aujourd'hui sur le développement du STMG en général, STI 2D aussi, et puis Mylène Audira qui a demandé la parole et dont je sais que l'établissement est une STI 2D, c'est d'ailleurs le seul au monde en 2018. Donc, où en est-on justement aujourd'hui et quelles sont les incitations qui peuvent être données aux établissements? Oui, merci François. C'est effectivement sur cette dimension que je souhaitais intervenir. On a le souhait effectivement d'installer des filières technologiques dans les établissements et surtout de les élargir. C'est-à-dire qu'on a des STMG, mais on voit bien qu'on a des endroits où on a des demandes pour des STL notamment, je pense au Maroc en particulier. Là, effectivement, on est en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est le ministère qui nous permet l'ouverture d'enseignements de spécialité et de filières. Et en fait, depuis l'année dernière, au moins pour les filières technologiques, et particulièrement les STMG, on a un petit peu, on a réussi à avoir un petit calage, c'est-à-dire qu'on repasse par une procédure d'homologation de la filière. Ça, c'est une information qu'on va massivement passer aux établissements. Il y a une dépose de dossier et on est en train de voir s'il n'y aura pas une visite dans l'année qui suit la CIH. Et dans le cadre du Maroc, je voudrais, enfin pas seulement du Maroc, ils sont là aussi à Athènes et il manque une destination, je crois que c'est la Tunisie. Non, mais en fait, on a une expérimentation que nous faisons AEFE et CNED sur des BTS qui sont, donc les enseignements sont menés par le CNED, mais effectivement, ces BTS sont installés dans nos établissements. Et il y en a deux, notamment à Casablanca, un au lycée de Tanger, qui est en commerce international, et puis un autre au lycée Lyotais, et on a aussi le lycée d'Athènes, mais sur du tourisme. International. Ça, c'était le point. Donc, on travaille effectivement à cette question des filières technologiques. Par contre, ça, c'est sur un autre domaine, mais la porte reste pour le moment fermée sur le professionnel. Quant à la deuxième thématique qui était évoquée, qui est celle de l'accueil en université, c'est vrai qu'il y a un travail à faire sur l'accueil et le bureau de Laurent entretient des liens avec les universités et notamment on a des journées d'intégration avec les universités. On pousse effectivement à ce qu'il y ait un accueil plus spécifique et plus particulier pour les élèves qui arrivent effectivement du réseau et qu'on les accueille. Et c'est vrai aussi qu'on s'appuie beaucoup dorénavant sur notre réseau d'alumni pour nous aider à l'accueil des élèves. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Rosen. Je peux me permettre d'ajouter une toute petite chose que j'ai oublié de souligner, qui me paraît, comme ça, un constat. Ils sont de plus en plus intéressés, là c'est plus une info que je donne aux établissements supérieurs français, mais par les campus d'écoles françaises à l'étranger, c'est-à-dire que des écoles françaises se développent, ouvrent des campus au Maroc, en Espagne, à Londres, etc. Ça, quand une école, que ce soit une école de management, une école d'ingénieur, a un campus à l'étranger ou plusieurs, et que ça leur permet, ils ont l'idée qu'ils vont pouvoir faire plusieurs campus ou pouvoir étudier, pour les Marocains par exemple, ça leur permet de rester. TBS a ça, Toulouse Business School depuis longtemps, mais l'INSA s'est installé à Fès. Ça les intéresse beaucoup et je pense qu'il y a un vrai développement des écoles supérieures françaises à l'international, quoi. Bon. Si je peux me permettre. Oui. Oui, je voulais juste rebondir sur effectivement ce qui a été dit notamment sur cette notion d'accueil et pour reboucler également avec le questionnaire que vous aviez, dont vous avez communiqué les résultats en amont de la table ronde et notamment sur la méconnaissance du label Bienvenue en France qui, lui, concourt depuis 2019 justement à souligner et à mettre en avant
les missions et les actions d'accueil. Donc, comment mieux accueillir les étudiants internationaux. Et donc, le label Bienvenue en France qui a été décidé donc, en 2019 notamment par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et confié à Campus France dans la mise en œuvre, vise justement à faciliter, informer les étudiants, enfin mesurer la qualité de l'information transmise aux étudiants internationaux, d'évaluer donc également tout ce qui concerne le dispositif d'accueil dédié à ces étudiants internationaux, donc comment ils sont accompagnés dans les démarches administratives, accompagnés dans leurs études, les activités d'intégration, c'est également le suivi pédagogique. Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères et d'évaluations qui sont faites sur ces établissements. Et depuis 2019, bon, avec la crise Covid qui a quand même un petit peu ralenti les choses, on a quand même 138 établissements d'enseignement supérieur français qui sont labellisés. Et ce label, justement, il est poussé dans l'information faite aux étudiants et aux familles pour justement les sensibiliser sur les bonnes pratiques, les actions et les innovations faites par nos établissements pour améliorer l'accueil. Donc ça, c'est très important. Ça, bon, c'est assez récent, 2019. On n'a qu'à enlever les années Covid qui nous ont quand même un peu freiné dans nos activités. Mais voilà, ça montre une réelle volonté des établissements. Déjà, ils ont tout à fait conscience de l'importance de l'accueil et ça montre le nombre d'établissements à vouloir voilà, fédérer aussi leurs équipes en interne autour de cette question d'accueil, d'accompagnement, d'encadrement pour les étudiants internationaux en cherchant voilà, des tutorats, créer du lien aussi social au sein de leur établissement, animer cette communauté d'alumni aussi. Voilà, ça c'est une question très importante que je voulais voilà, rappeler. Et puis la deuxième chose, vous l'avez évoqué, c'est effectivement l'enseignement en anglais. Alors les lycées français, bien sûr, c'est une action et un enseignement clé pour la valorisation de la langue française. Mais nous avons au sein de Campus France développé un outil qui est le catalogue des programmes d'enseignement supérieur et des formations d'enseignement supérieur enseignées en anglais, alors partiellement ou en totalité en anglais. Et effectivement, ça peut être attractif pour des étudiants internationaux, même des lycées français qui souhaiteraient, qui ont déjà la maîtrise parfaite de la langue française, mais qui souhaiteraient vivre en France et avoir voilà, une vie à la française, mais également enrichir ou valoriser une formation en anglais. Donc, ce catalogue, il recense aujourd'hui à peu près 1700 formations de 200 établissements. Voilà, il est accessible sur le site de Campus France et c'est là aussi quelque chose qui est poussé par les établissements. Hier, s'est tenue l'Assemblée générale du Forum Campus France, qui est une assemblée, une action qui regroupe l'intégralité des établissements d'enseignement supérieur français autour justement de thématiques et de réflexions d'attractivité. Et là encore, l'enseignement en anglais voilà, a été un sujet à plusieurs fois évoqué, souligné et à mettre en avant. Donc, voilà, je voulais aussi préciser cet aspect-là. Merci beaucoup pour ces compléments et vous me permettez une transition comme ça parfaite sur les formations supérieures en anglais, mais plus largement dans le monde. Et donc, je vais passer la parole à notre dernier panéliste, Alban Ferrieux, qui travaille comme conseiller d'orientation indépendant et donc plus sur l'orientation vers l'enseignement supérieur en anglais dans certaines zones géographiques. Alban, je vous laisse expliquer ce que vous faites et puis les tendances justement que vous voyez des élèves que vous accompagnez et des établissements également que vous accompagnez pour ce faire. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonne année à tout le monde. Donc pour me présenter aussi brièvement, savoir d'où je parle. Donc je suis psychologue de travail de formation. J'ai été formé en France et je fais aussi de la recherche en éducation
notamment sur ces questions des élèves français de l'étranger, leur identité culturelle, voilà, ces élèves qui ont une mobilité internationale forte. J'avais d'ailleurs profité à l'époque des partenariats avec le Québec en faisant une co-tutelle de thèse là-bas. Et pendant 12 ans, en fait, j'ai travaillé dans des établissements. Donc, j'avais 5 ans au lycée français de Toronto. J'avais démarré leur département d'orientation. Ensuite, j'ai été conseiller d'orientation dans une école américaine, un lycée américain à Londres, qui proposait donc l'IB et puis le système américain avec les Advanced Placements. Et ensuite, j'étais à Singapour dans une école anglaise où là, on avait les GCSE, les A-Levels et puis aussi l'IB. Et donc, durant toutes ces années où j'ai travaillé dans des systèmes anglophones, dans des lycées anglophones, avec donc très peu d'élèves français et avec des élèves qui allaient majoritairement au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, etc. Donc, j'ai continué à garder un lien avec les lycées français en faisant des interventions dans certaines écoles, etc., et à garder un œil sur tout ce qui se passait dans le réseau. Et donc, depuis seulement quelques mois, depuis cet été, je suis retourné en France et je suis indépendant. Et donc, maintenant, j'accompagne en privé, donc effectivement, des élèves qui cherchent à intégrer l'enseignement supérieur, notamment anglophone. Donc, les 2 points que je voulais pas être trop long, donc les 2 points que je voulais aborder, c'était la question de l'attractivité, effectivement, des écoles françaises, des lycées français, notamment par rapport à l'objectif 2030. Donc, l'objectif 2030, c'est doubler les effectifs au sein du réseau. Et donc, pour ce faire, évidemment, il y a une compétition avec les écoles américaines, les écoles anglaises dans les différentes grandes capitales du monde où les lycées français sont implantés. Et pour être capable de rivaliser, effectivement, l'anglais, par exemple, est un critère qui est extrêmement important. Mais donc, il y a 2 éléments pour moi qui sont essentiels pour pouvoir attirer plus d'élèves dans les établissements du réseau des lycées français de l'étranger. C'est cette capacité à montrer que le bac français et puis le BFI, donc le nouveau bac français international, rivalisent tout à fait de niveau et d'opportunités après par rapport à l'IB, par exemple, au baccalauréat international. Et j'ai été en communication avec différentes personnes, voilà, que ce soit l'inspection générale ou pour discuter de ces questions-là. Et il y a un vrai travail qui se fait pour communiquer sur ces changements, communiquer avec UCAS, par exemple, pour le Royaume-Uni, bien expliquer que ce soit bien intégré, que ce soit bien accepté, que ce soit reconnu aussi bien que l'était l'OIB, qui permettait une vraie reconnaissance, notamment au Royaume-Uni, avec une réduction des notes demandées quand on était en section OIB. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même une vraie prise de conscience à ce niveau-là et qu'il y a un vrai travail de fait pour communiquer sur ce nouveau bac qui est quand même beaucoup plus complexe qu'avant, par exemple, et puis sur ce nouveau BFI. Et puis, au niveau de chaque établissement, effectivement, il y a un gros enjeu. Et à chaque fois que je parle à des responsables, des directeurs d'établissement, ça se ressent. Pour attirer les familles, il faut être capable de dire, les familles demandent, est-ce que vous avez des élèves qui rentrent aux États-Unis dans les toutes meilleures, au Royaume-Uni, etc. Et donc, cette capacité qu'un établissement de dire, oui, on a des élèves qui intègrent ces formations d'excellence, non seulement en France, évidemment, mais aussi on est capable d'accompagner à minima nos élèves pour qu'ils puissent intégrer ces autres formations-là à l'international. Je pense qu'en termes d'attractivité, c'est une question essentielle. On avait vu qu'il y avait, avec les statistiques du début, 25% d'élèves qui étaient intéressés par un pays tiers, en dehors de leur pays de résidence et de la France, qu'environ 17-18% des élèves allaient au final étudier dans un pays tiers. Voilà, donc évidemment, la question, ce n'est pas d'augmenter ce chiffre énormément, puisque l'AEFE a clairement une mission d'envoyer tous ces excellents élèves vers la France, mais d'être capable de les accompagner à minima. Parce que voilà, il y a un vrai rôle de l'établissement dans ces différents systèmes universitaires et internationaux. Et pour les familles, c'est très complexe à naviguer, et pour les élèves également. Et évidemment, il y a une forte différence quand on est dans un lycée américain qui va avoir une équipe de 4-5 conseillers d'orientation à plein temps qui les font travailler dès le niveau 3e, donc le grade 9, sur toutes ces questions-là pour préparer leur profil, planifier les tests, voilà, travailler sur leur narrative, etc. pour augmenter leurs chances. Pareil dans les écoles anglaises, où il va y avoir tout un travail de fait pour préparer les élèves, tout particulièrement vers Oxford, Cambridge et ce type d'université. Donc, voilà, donc c'est à ce niveau-là que moi, j'interviens avec les familles que j'accompagne en privé
pour pouvoir les préparer au mieux et augmenter les chances des élèves de rentrer dans ces programmes qui sont très, très sélectifs. Mais je vois qu'il y a une forte demande des établissements également, et donc c'est notamment avec le lycée Massignon que nous sommes en discussion pour que je puisse les aider à ce niveau-là. Il y a un vrai besoin de formation des enseignants pour bien comprendre l'enjeu et leur rôle dans toutes ces démarches. Voilà, la lettre de recommandation à l'américaine, on attend quelque chose de différent qu'une lettre de référence pour UCAS, qui est une compilation de commentaires d'enseignants, un style un peu différent. La manière dont on prédit les notes, les fameux predicted grades, dont on entend beaucoup parler, qui sont demandés par le Royaume-Uni, voilà, c'est pareil. Comment est-ce qu'on établit une politique claire sur l'établissement de la mise en place de ces notes prédites? Voilà, comment est-ce qu'on... la question des commentaires sur les bulletins, voilà, c'est des petites questions, mais des choses importantes, puisque ces bulletins, comme dans le système français, on n'a pas un transcript qui va regrouper toutes les notes de la 3e à la terminale sur un document sans commentaire, ce qui existe dans la plupart des autres systèmes, mais qu'on envoie les bulletins de manière intégrale. Au final, voilà, les universités vont voir tous ces commentaires et donc aussi être capables de communiquer sur l'importance que ces commentaires restent voilà, assez positifs, sobres, et pour que les élèves ne soient pas pénalisés par des commentaires de bulletins qui étaient destinés aux familles et aux élèves, sans que les enseignants aient conscience, par exemple, que les universités, là, au final, peut-être lire ces commentaires, qu'ils allaient être traduits en anglais et qu'ils allaient pouvoir, qu'ils allaient être lus par les universités. Voilà, donc moi, ce que je remarque comme tendance, c'est que quand ces élèves veulent aller à l'international, on va dire qu'il y a les Pays-Bas et le Québec. Ça, c'est les deux zones où il y a un intérêt assez large, puisque les frais de scolarité sont tout à fait attractifs et accessibles. Ils proposent d'excellentes formations en français et en anglais pour le Québec et en anglais pour les Pays-Bas. Donc, on voit pas mal de familles qui se disent, si on veut une option hors France ou hors pays de résidence, ces deux options-là sont tout à fait intéressantes. C'est vrai que pour les familles qui visent maintenant les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Canada anglophone, les prix sont tels, on est vraiment, c'est fou comme frais de scolarité, que l'optique, c'est souvent, si on n'a pas les toutes meilleures, donc le top 10, le top 20, on se rabattra sur un pays qui est moins cher. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'investir et de s'endetter ou d'investir sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros ou de dollars pour un premier cycle, quand on peut avoir un premier cycle universitaire de grande qualité en France, aux Pays-Bas, ailleurs en Europe, à bien moindre frais. Donc, moi, je vois beaucoup d'élèves qui tentent, on va dire, les États-Unis, qui tentent le Royaume-Uni, mais qui vont vraiment rester sur un groupe d'universités très restreint, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a d'excellentes options en France et en Europe qui sont à une fraction du coût. Et c'est sûr que ça, les familles le prennent en compte, voilà, le prennent en compte également. Et voilà, donc pour moi, c'est cette double question de la reconnaissance du bac en tant que tel et du BFI et cette capacité de communiquer à ce niveau-là. Et la grande force du réseau, c'est d'avoir des écoles dans toutes les grandes villes du monde, puisque chaque école, là où elle est, va envoyer des élèves dans le système local et donc va par là même promouvoir le système français, promouvoir le nouveau BFI qui va arriver. Et donc le fait qu'il y ait le lycée français à New York, voilà, les universités sur place connaissent le système, que le lycée français de Singapour, c'est pareil. Le fait d'avoir ces lycées partout, c'est une énorme force puisque le diplôme reste très, très bien reconnu en direct entry partout dans le monde. Et ça, c'est une vraie force. Mais par contre, c'est vrai que pour chaque établissement, selon les demandes et les besoins de leur famille, il y a une vraie question dont il faut se saisir pour promouvoir l'enseignement supérieur français, oui, mais aussi être capable d'accompagner les demandes des familles. Et ça ne fera, pour moi, que je ne pense qu'augmenter, puisque on augmente le bilinguisme de nos élèves, on propose de plus en plus de programmes avec le BFI notamment. Donc les élèves deviennent bilingues, ils ont le niveau en anglais pour aller étudier à l'étranger, ils ont cette bilinguisme et cette biculturalité, pardon. Ils sont biculturels, et voilà, et donc c'est sûr qu'ils vont aussi penser à ailleurs et la mobilité internationale qu'ils ont pu aussi avoir avec des échanges, etc. Ça va leur donner envie d'aller aussi voir dans d'autres destinations. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Alban, très intéressant, très synthétique, vraiment passionnant. J'ai posé des questions au fur et à mesure des interventions des uns et des autres, mais il y a encore quelques questions.
Alors, j'avais dit qu'on finirait à 15 heures, mais comme il y a vraiment un engouement, si ça ne vous gêne pas, comment dirais-je, on va continuer encore un petit peu.